Bonjour, bienvenue dans Igloo en Air, l'émission qui décrypte les grands enjeux du logement. Une fois n'est pas coutume, sur les 280 émissions que nous avons réalisées jusqu'à ce jour, c'est la première fois qu'on organise un débat autour d'un sujet qui divise. Ce sera le sujet du jour. Pourquoi est-il devenu si difficile de construire des logements en France? Alors, entre pression des riverains sur les élus, empilement des normes, délai interminable des autorisations administratives, la chaîne de production immobilière est totalement grippée. Conséquence, moins de logements, des prix qui flambent et des acteurs, promoteurs, élus, collectivités, pris dans des jeux de responsabilité croisée. Pour en débattre aujourd'hui, nous accueillons 3 invités de poids. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors on commence par vous, monsieur Thibaut Phillips. Donc vous êtes maire d'Illkirch-Graffenstaden depuis 2020. Vous avez été élu en 2020, à l'âge de 29 ans. Un jeune maire, très jeune maire. Alors pour nos auditeurs, parce qu'on a écouté partout en France, Illkirch-Graffenstaden, c'est situé au sud de Strasbourg. C'est une ville de 27 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises. Une de vos promesses de campagne était de limiter très fortement la construction de logements à Illkirch. Et quand je dis limiter très fortement, je me censure un peu. Deuxième promesse de campagne, c'était de mettre au pilori chaque promoteur immobilier qui rentrait dans votre ville à Illkirch. Là, c'est un petit clin d'œil, mais vous n'avez pas été jusque-là. Vous êtes également conseiller eurométropolitain, conseiller régional Grand Est et vice-président en charge des transports et des mobilités durables. Pascal Boulanger, alors vous êtes président national de la Fédération des promoteurs immobiliers, mandat que vous exercez depuis 2021. Alors vous avez pris la présidence post-Covid. Vous avez eu la hausse des matières premières, la guerre en Ukraine, la hausse de l'énergie, hausse des taux d'intérêt et maintenant récession de l'économie. D'aucuns diront mauvais karma, mais on sait que vous tenez la barre dans la tempête. Vous êtes aussi entrepreneur accompli, président du groupe Boulanger, promotion immobilière, gestion, assurance et aménagement. Et vous êtes très engagé dans le tissu associatif, notamment au travers du réseau Entreprises et Cités que vous avez transformé en fonds de dotation. Et il est situé dans le Grand Lille et regroupe 3500 collaborateurs, si je ne dis pas de bêtises. C'est exact. C'est exact. Et enfin, David Gillig. Alors là, David, qu'on ne présente plus. Vous êtes avocat en droit de l'urbanisme, associé du cabinet Solaire Couteau depuis 2003. Vous êtes un peu le Zidane du droit de l'urbanisme, le Mbappé de la jurisprudence. Passionné et rigoureux, vous êtes aussi un peu chez vous, on peut le dire, puisque vous venez régulièrement nous faire profiter de votre expertise. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-il devenu si difficile de construire des logements en France? Nous aborderons pendant cette heure, pendant laquelle on est ensemble pendant 1 heure, les besoins en logement face aux résistances locales, l'empilement des législations et des normes, est-ce un frein à la construction, les demandes extra-légales des élus et des services instructeurs, un urbaniste de plus en plus négocié, et puis évidemment, quelles conséquences économiques et sociales. On va attaquer sur ce premier thème avec vous, monsieur le maire, les besoins en logement face aux résistances locales. Première question, alors de plus en plus de riverains s'opposent à la construction de logements à proximité de chez eux, souvent au nom de la préservation d'un cadre de vie. Comment, en tant qu'élu, vous parvenez à arbitrer entre ces demandes locales et l'intérêt général de produire du logement ? Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une forte résistance. On a, je pense, changé d'époque en matière de développement des villes. On a aujourd'hui des riverains qui sont tendus quand il s'agit d'avoir une construction à proximité. Et en même temps, on a besoin d'un certain nombre d'équipements supplémentaires et notamment de logements et de logements aussi adaptés. On voit aussi de plus en plus la demande en termes de logements étudiants, de logements seniors. Enfin voilà, d'avoir vraiment des spécificités de logements qui viennent enchérir l'offre. Après, ce qui est très difficile pour nous, c'est qu'il y a peut-être eu, notamment dans une ville comme la mienne, une mutation très forte et peut-être pas assez digérée de la part de nos concitoyens. Et donc forcément, il y a une crispation qui fait qu'on a beaucoup plus de mal à pouvoir faire progresser la ville, développer la ville avec des nouvelles constructions. Donc c'est vrai que c'est un travail vraiment de concertation. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire une concertation le plus tôt possible, d'avoir aussi des promoteurs qui soient partie prenante de cette concertation dès le départ. Et c'est vrai qu'on a mis en place une méthode qui permet quand même de faire des choses dans la ville, mais de les faire intelligemment et peut-être d'éviter ces oppositions de principe. Parce qu'en fait, ce qu'il faut vraiment qu'on arrête, c'est des oppositions de principe. Moi, je ne suis pas contre la profession immobilière. Je sais qu'aujourd'hui, c'est générateur d'emplois. Ça permet aussi de pouvoir développer nos infrastructures, nos villes.
mais il faut peut-être qu'on le fasse d'une façon intelligente et qu'on le fasse ensemble et qu'on n'oublie pas qu'une ville, elle a aussi besoin d'avoir des infrastructures qui suivent en matière d'éducation, en matière de crèche, en matière d'équipements sportifs. Et donc, il faut aussi pouvoir l'absorber, ça. Et c'est à un certain coût, donc on ne peut pas tout faire tout de suite. Et donc, je pense que c'est pour ça. Il faut trouver un rythme qui soit soutenable pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une opposition systématique. Alors, je précise que finalement, là, vous avez la gentillesse et l'amabilité d'accepter cette invitation. La problématique que vous rencontrez ou que nous rencontrons, nous, dans la profession, c'est assez systématique. On le retrouve partout en France. C'est la grande difficulté rencontrée. Vous, Pascal Boulanger, vous entendez cette difficulté exprimée par monsieur le maire d'Illekirch. Pourtant, vous vous alertez régulièrement sur la pénurie de logements en France et ses conséquences sur les prix et l'accès au logement. Qu'est-ce que vous répondez à ces maires qui se disent pris entre le marteau des riverains et l'enclume des besoins de logement ? La position est assez mitigée. On a envie de les aider, mais aussi envie de les engueuler, si vous me permettez l'expression. Les aider, pourquoi ? La loi du 2 mars 82, les lois Defferre de décentralisation, ont donné le pouvoir des permis de construire, de signer ces permis de construire aux maires. Et au fur et à mesure du temps, 43 ans presque, la loi, les décrets, le règlement, leur a retiré leur intérêt à agir. Donc ces maires signent des permis de construire, et quand vous réfléchissez, ils n'ont quasiment pas d'intérêt à agir. Ils se font vilipender par la population. Il y a toujours un voisin qui est influent et qui va dire « mais moi, je m'opposerai à ce projet parce que ça plonge chez moi ». On arrive à peu près ensuite à concilier. Ils ont les 18 mois de chantier où il y a du bruit, des bouchons, de la poussière. Et après, ils ont les élèves, les enfants qui arrivent, qu'il faut loger, il faut mettre dans des crèches, il faut mettre à l'école, etc. Et donc, les maires sont un petit peu désarmés. Alors ça, nous, on propose d'ailleurs que quand ils font plus que d'habitude, au-delà d'un certain seuil, une partie de la TVA leur soit versée pour leur donner un intérêt à agir et surtout pour faire taire aussi les mauvaises langues qui viennent dire... Parce que le héros de la ville, c'est celui qui a réussi à faire capoter le projet. Aujourd'hui, on en est là. Et donc, ça, c'est notre côté aider. Après, notre côté envie de râler... Je vous coupe sur le côté aider. Ça veut dire que la problématique, elle est que fiscale ? Bah non, il faut donner un intérêt à agir. Il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de taxes d'habitation. Ils n'ont que des ennuis. Donc aujourd'hui, à part un maire qui vraiment a la volonté de pousser le raisonnement jusqu'au bout, la plupart nous disent « mais nous, on va se faire engueuler par tout le monde ». Voilà ce que j'entends à longueur de journée. Il y a même un maire qui m'a dit « je ne donnerai pas son nom ». Écoute, ton permis, il est top. Alors tu le déposes très rapidement. Je te le refuse très rapidement. Tu vas au tribunal administratif très rapidement. Tu me dis l'avocat que je dois prendre, il se met d'accord avec le tien. On est en zone tendue. Donc comme on va perdre... on ne va pas aller en Conseil d'État, il n'y a pas d'appel possible en zone tendue, je fais rapide. Et comme ça, tu auras ton permis, mais moi, je serai blanc comme neige. Donc, à un moment, là, on a envie de râler. Il y a des PLU. Il faut savoir que ces PLU, ce n'est pas nous qui les votons, ce sont les maires eux-mêmes avec l'intercommunalité. Ces PLU ne sont utilisés en France qu'à 65% de leur capacité. Les 35 qui manquent, c'est le manque de courage. Donc, on a envie de les aider, mais on a aussi envie de leur dire, pardon, les gars, prenez vos responsabilités. Quand je vois monsieur le maire, avec tout le respect que je dois à sa personne et à sa fonction, dire « grâce à moi, il n'y a plus de construction », j'ai envie de vous dire, c'est irresponsable. C'est irresponsable parce qu'il faut loger les gens, c'est irresponsable parce que les entreprises vont se casser la figure, et ce n'est pas une politique, surtout avec votre étiquette. Moi, je fréquente les présidents de groupes parlementaires de votre bord, qui s'appellent Retailleau maintenant, Mathieu Darnaud, qui s'appelle Laurent Wauquiez, tous les autres, et ils sont dans la volonté de construire. Donc, à un moment, oui, il faut l'aider, mais il faut aussi savoir aussi râler quand ces maires ne respectent pas les PLU et qu'eux-mêmes nous disent « ah non, je vais tout stopper ». C'est pas normal. L'acte de construire, vous savez, on est dans une... La population n'en veut plus. Ok, mais la population est schizophrénique. Hein. Tout le monde veut être bien soigné, mais ne veut pas entendre les ambulances. Tout le monde veut prendre le TGV pour aller vite, mais ne veut pas l'entendre. Tout le monde veut prendre l'avion pour aller en vacances, mais ne veut pas l'entendre ni atterrir, ni décoller. Et tout... Parce que ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de logement dans la ville, ce sont ceux qui sont bien logés. Donc, à un moment, il faut que le maire aussi ait le courage de dire « stop, ça suffit, j'ai un PLU, j'irai ». Et comme les maires pensent à leur réélection, ce qui est normal et légitime, ben ils hésitent. Et donc, si ils avaient des arguments, au moins financiers, en disant, attendez, si je peux faire cette réalisation grâce à l'apport de TVA que ça va m'apporter, parce que je fais plus que d'habitude, je peux rénover la crèche, l'école, la piscine, le rond-point ou que sais-je, là, ils auraient des arguments. Ils sont à court d'arguments. Donc, les aider, mais aussi les stigmatiser quand ils abandonnent trop facilement. Monsieur le maire, je vous donne la parole juste après, parce que je pense que vous avez envie de répondre. Juste une question à David Gilling, maître. Certaines communes sont-elles juridiquement fondées à refuser les permis de construire, parce que c'est ce qui a été évoqué juste avant, pour préserver la qualité de vie de leurs administrés,
Ou est-ce que cet argument peut être contesté juridiquement? La qualité de vie, si vous voulez, c'est pas une norme juridique. C'est-à-dire qu'un élu ne peut pas se fonder, un maire ne peut pas se fonder sur la qualité de vie pour juridiquement refuser un permis de construire. Évidemment, si c'était le cas, le pétitionnaire, c'est-à-dire celui qui a demandé le permis de construire, pourrait, avec des chances extrêmement sérieuses de victoire, saisir le tribunal administratif d'un recours contre le refus de permis de construire. Alors, pour rebondir, parce que je sens que vous avez envie, il y a des choses à dire, elles sont où les limites entre l'intérêt général et puis l'intérêt particulier quand on est un élu? L'élu, il est garant justement de l'intérêt général et du développement cohérent de sa ville. Et donc moi, je suis aujourd'hui pas non plus dans une logique d'avoir tout interdit et d'avoir plus de construction. Mais par exemple, mes prédécesseurs ont démarré un écoquartier qui n'est fait qu'à 50%. Moi, je souhaite plutôt aller d'abord terminer ce qui a été démarré et avoir un développement harmonieux que de faire du mitage un peu partout dans la ville qui est souvent incohérent en termes de développement et qui n'a rien à voir avec l'architecture et le paysage qu'on peut avoir, parce que le paysage, ça fait partie de finalement de nos traditions françaises. Aujourd'hui, le paysage, c'est quand même un élément fort dans le développement de nos différents cadres de vie. Et donc, je pense qu'il faut d'abord savoir aussi peut-être aller prioritairement sur, par exemple, un écoquartier où il y a eu 600 logements qui ont été construits, il y en a 600 qui doivent être construits, mais qui ont du mal à sortir, parce qu'il y a un certain nombre de difficultés aussi, parce que des fois, même les aménageurs ne sont pas non plus tout à fait facilitants avec les professionnels de l'immobilier. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus dans la profession, tout le monde ne joue pas collectif et n'aide pas forcément les choses à avancer. Et moi, je suis plutôt en me disant, voilà, il y a peut-être cet endroit-là où il y a cet enjeu, il faut qu'on le fasse et qu'on le fasse correctement et qu'on le fasse complètement et à fond, pour aussi assurer le développement des différents équipements publics. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, par exemple, typiquement dans cet écoquartier, j'ai des habitants qui sont là depuis quelques années, et puis en même temps, ils ne voient pas la suite arriver, et donc ça les bloque sur les voiries, ça les bloque sur l'éclairage public, ça les bloque sur des choses concrètes. Et c'est dommage parce que, voilà, moi, je pense qu'il vaut mieux mettre son énergie là, plutôt que faire des opérations un peu partout qui ont du mal à s'intégrer. Et d'ailleurs, moi, je suis le premier à dire, aujourd'hui, je trouve que le PLU de l'Eurométropole n'est plus adapté pour le territoire de l'Eurométropole et que j'appelle plutôt une révision du PLU pour avoir des règles cohérentes, parce que je serais le premier à préférer avoir des acteurs immobiliers qui viennent me voir en disant, voilà, on a vu les règles du PLU, voilà ce qu'on va faire. Comme ça, au moins, on serait d'accord tout de suite. Si j'avais contribué au fait de faire réviser le PLU avec des choses que je souhaite pour la commune d'Ilkirch-Graffenstaden, je pense qu'au moins, on aurait un terrain d'entente qui serait un document juridique qui fait que ça donne la proportion de ce qu'on peut faire à tel endroit. Et je pense que tout le monde serait d'accord. Moi, je suis pour respecter justement le PLU et avoir un PLU qui soit justement cohérent avec ce qu'on souhaite faire. Mais aujourd'hui, force est de constater, et j'en discute avec mes collègues de l'Eurométropole de Strasbourg, le PLU sur l'Eurométropole, il date de 2016, il est plus tout à fait cohérent avec le développement qu'on souhaite pour nos villes. Et c'est plutôt ça qu'il faut qu'on fasse, parce que je comprends un acteur économique, je viens du privé. Pour le coup, je ne suis pas un professionnel de la politique venu du public toute sa vie. Je viens du privé et je sais qu'à un moment, des entreprises ont besoin de faire un certain nombre de résultats, ont besoin de faire vivre des collaborateurs, ont besoin de continuer à développer leur activité. Mais par contre, je ne veux pas le faire au détriment finalement de ce que je pense être bon pour la commune et pour ses habitants. Après, je sais qu'il y aura toujours des habitants qui seront des irréductibles. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des lois qui existent. C'est que parfois, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on a forcément raison et qu'on est le fait majoritaire. Mais je pense qu'on peut trouver aujourd'hui un terrain d'évolution pour rendre les choses possibles. Ça me permet de faire la transition, notamment sur l'empilement des législations et des normes, sûrement un frein à la construction. Une question pour vous, Pascal. La réglementation ne cesse de se renforcer entre l'ARE 2020, les obligations de biodiversité ou encore l'accessibilité. Vous estimez que cette accumulation freine la production de logements. Donc selon vous, à quel point ces normes pèsent-elles? Alors on a vu en plus avec les PLU peut-être moins ou inadaptés aujourd'hui, comme l'a dit monsieur le maire. À quel point ces normes, elles pèsent sur le coût et les délais de construction? Je vais vous répondre, mais avant j'aimerais bien quand même répondre à monsieur le maire. Ce ne sont pas les professionnels de l'immobilier ou de la construction qui font les PLU. Ce sont les élus. Et à chaque fois, j'entends à peu près ce même discours. Les élus font un PLU qui nous est opposable, et ces mêmes élus ne sont jamais d'accord avec le PLU. Donc, à un moment, nous, on ne peut pas être victime d'une règle que ceux qui ont élaboré veulent contester. Donc, soit on ne fait plus de PLU, pourquoi pas, soit on ne fait plus de permis de construire, pourquoi
Pourquoi pas, hein. Si le projet correspond au PLU, il n'y a plus besoin d'un permis de construire. Si on était ultra-libéraux, ce qui n'est pas le cas dans ce pays. Mais on ne peut pas nous dire, moi l'élu, j'ai contribué moi-même ou mon prédécesseur à l'élaboration d'un PLU que je conteste. Et c'est ça notre vrai problème, c'est que les maires sont rarement d'accord avec le PLU. Ben oui, mais c'est pas de notre faute, quoi. Donc à un moment, c'est là que ça coince. Mais certains ont peut-être envie de l'assouplir. Ou pour favoriser peut-être la concertation entre les administrés. Moi, je souhaiterais que la compétence revienne aux communes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est schizophrène. Ben oui. On a un truc qui ne correspond pas du tout à ce qu'on souhaite, qui est voté par une métropole qui est pas toujours en accord avec ce qu'on souhaiterait, hein, politiquement. Oui, mais vous votez aussi en tant que conseiller à la métropole. Ah, mais j'ai voté contre, moi. D'accord, PLU, mais en 2016, quand j'étais dans l'opposition, et justement, j'ai toujours défendu une certaine vision. Aujourd'hui, il faudrait qu'on le révise, sauf que on nous avait promis une révision, par exemple, sur ce mandat. On en est très loin de la révision de ce mandat. Et c'est dommage. Admettez quand même que ce n'est pas la faute des professionnels promoteurs, entre autres, et de la population. Mais je ne l'ai jamais accusé. Non, mais je sais bien, mais il y a une règle. Cette règle votée par les mêmes personnes disent moi, j'ai voté contre. D'accord, mais c'est la règle. Et après, quand ils reviennent dans leur commune, ils disent oui, moi, la règle, je l'aime pas trop, hein, parce que vous savez, j'étais contre. Ah oui, d'accord. Et donc, on excusait la population, l'acte de construire excusé dans ce raisonnement. Sur votre question, toutes ces normes, franchement, moi, je passe ma vie dans les ministères et dans les instances, toutes ces normes partent d'un bon sentiment. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit son fou, ils n'ont rien compris. Tout part d'un bon sentiment. Sauf que ce bon sentiment est allé trop loin. Et donc aujourd'hui, on veut des logements parfaits à 100%, et c'est un pléonasme. Moi, je dis, ça sert à quoi d'avoir des logements parfaits que plus personne ne peut acquérir? Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent, c'est une question politique, d'avoir des logements peut-être un peu moins normés que 80% des gens peuvent acquérir? Sur votre question, on sait que la norme a coûté 20 à 25% du coût de construction. Et on sait que le coût de construction, c'est à peu près 50% du prix de revient. Donc on peut estimer que la norme a coûté 12-15%, à peu près une douzaine de pourcents du prix de vente. Tout ça allait bien. Quand vous parlez de la norme pour nos auditeurs, c'est le passage RT 2012. C'est tout l'ensemble des normes. Réglementation environnementale 2020. Environnementale, les RT, réglementation thermique, normes handicapées, normes de taille de logement. Et on ne parle pas en plus de ce que certains élus ou aménageurs rajoutent. Je sais que vous allez peut-être y venir après, mais tout ce qui est les chartes et toutes ces clauses. Le mieux devient l'ennemi du bien. Et tout ça part d'un bon sentiment. Ah, c'est beaucoup mieux de vivre dans un T2 de 50 mètres carrés d'un T2 de 40 mètres carrés. Et donc, des fois, on nous prend même, nous, promoteurs, pour des non-sachants, puisque les élus ou d'autres nous expliquent que c'est mieux un T2 de 50 mètres carrés. Comme si on ne le savait pas. Sauf que si on fait un T2 de 50 mètres carrés, il n'y a personne pour l'acheter. Donc, on fait un appartement de rêve. Vous savez, si on parle en termes automobiles, il y a des voitures et des marques prestigieuses que je ne citerai pas qui font rêver. Mais je vois beaucoup plus de Renault, Clio ou Capture que ces marques prestigieuses dans la rue. Pourtant, les autres marques sont prestigieuses. Et bien, dans le logement, ça part du même raisonnement. On a voulu un logement parfait. Et aujourd'hui, il a fallu pas grand-chose. Il a fallu qu'en novembre 2022, les taux d'intérêt montent. Pas énormément, on est passé de 1,5 à 3,5. C'est pas pour que tout se grippe. On était arrivé au bout du système et tout le monde, les promoteurs sont peut-être fautifs aussi, tout le monde a cru que les arbres pouvaient grimper jusqu'au ciel. Et non, il y a eu un petit grain de sable et toute la machine a calé. Donc aujourd'hui, il y a un besoin énorme et il y a une demande faible. Il faut relancer cette demande et commencer à assouplir certaines normes, peut être une solution. Parce que finalement, ça part d'un bon sentiment. Oui. Un élu qui rajoute de la norme en disant ce sera plus confortable, plus lumineux, plus... l'élu est un non-sachant. Par rapport, lorsqu'on a en face, on sait qu'il n'a pas la connaissance qu'on peut avoir. Mais ça part plutôt d'un bon sentiment. Ça, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, tout ça part d'un bon sentiment. Moi, je passe mon temps avec des directeurs de cabinet de ministère, avec des assistants parlementaires qui travaillent et qui trouvent qu'un logement de 50 mètres carrés, c'est mieux qu'un logement de 40 mètres carrés, et qu'un logement super isolé, c'est mieux qu'un logement bien isolé. On est tous d'accord. Sauf que personne ne regarde la réalité économique. Et voyager en avion... en business, c'est mieux qu'en classe éco. On peut prendre 1000 exemples comme ça. Sauf qu'à un moment, il y a une réalité économique qui fait que on ne peut plus. Et on l'a nié pour des raisons politiques, pour des raisons d'idéologie et pour des raisons nobles. Je vous l'ai dit, ça part d'un bon sentiment. J'ai zéro doute là-dessus. Sauf que maintenant, est-ce que ça sert à quoi d'avoir des logements parfaits que personne ne peut acquérir? Ça devient une chimère. Donc aujourd'hui, on se rend compte de chiffres catastrophiques. On se rend compte de cette crise du logement. Il faut avoir le courage de dire il faut réussir à baisser
le prix du logement. Il y a la norme. On peut parler aussi des taxes sur le logement. Quand vous achetez un logement neuf, vous avez 27% de taxes. Les taxes d'aménagement et la TVA. D'ailleurs, je dis toujours, sous forme de provocation, on dit que le logement est un bien de première nécessité. Il y a 20% de taxes. Le sucre, qui peut d'ailleurs concourir à vous apporter le diabète, lui, est taxé à 5,5. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, il y a une raison politique. L'État ne veut pas toucher à la TVA. Moi, je suis souvent avec le ministère de l'économie et le ministre. Ils disent ça, c'est tabou, on ne touche pas à la TVA. Si on ne touche pas aux normes, si on réduit la constructibilité, on ne va pas régler le problème. Et ce n'est pas la baisse des taux d'intérêt qui est une bonne nouvelle qui sera suffisante. Donc, il faut maintenant, comme disait un certain ministre, dégrossir un peu le mammouth. Cette équation entre l'ajout des normes, parce qu'on le voit avec les chartes, etc., même déclaré illégal, on avait fait une émission là-dessus avec Maître Gillig. Est-ce que vous ou vos collègues élus, parce que vous parlez un peu au nom de tous les élus aujourd'hui, il y a une conscience de ça, entre le fait de dire allez, les logements c'est quand même mieux s'ils sont plus normés, etc., avec cette équation économique, ou est-ce que vous êtes assez loin de ça en disant bon, ils nous racontent toujours que c'est difficile, mais finalement ils arrivent toujours à les ressortir leur logement. Comment c'est perçu d'un point de vue d'un élu ? En tout cas, il y a une différence entre un élu local et un parlementaire. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense que le fossé qui s'est creusé parfois entre justement le parlementaire qui est à Paris et puis l'élu local qui est souvent dans sa commune en province, il y a quand même deux mondes. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de réflexions que je trouve intéressantes, non pas forcément pour autoriser tous les cumuls, mais peut-être pour remettre aussi un peu les pieds sur le terrain à certains élus parlementaires qui construisent aussi la loi et la réglementation. Parce qu'en fait, on est, je trouve, en tout cas nous, les élus locaux, souvent victimes de ces sur-normes, ces sur-réglementations qui nous tombent un petit peu dessus et qui, d'ailleurs, nous pénalisent parce qu'on doit aussi construire de l'équipement public. Et donc, ces normes, souvent, elles viennent aussi rajouter de la complexité. Et depuis le début du mandat, c'est vrai qu'entre la crise Covid, l'enchérissement des matières premières et toutes ces choses-là, l'énergie, on a vécu finalement la même chose, sauf du côté communal. On assure 70% quand même de l'investissement public et donc on fait vivre un certain nombre d'entreprises aussi par tous les investissements qu'on consent à faire dans nos différentes communes. Et donc il y a cette problématique-là qu'on ressent et qu'on voit bien, et des fois qui nous paraît étonnante, même sur des constructions, en se disant peut-être qu'on va un peu trop loin en termes de normes par rapport à ce que ça apporte concrètement. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a été trop loin par bon sentiment et parce qu'on s'est dit qu'il y avait un vrai enjeu fort de transition sur tous les plans. Et donc, on est toujours en France obligé de remettre des normes et des normes et des normes. Et c'est ce qui nous tue, enfin, on le sait. Et moi, je le vois, je n'en peux plus de devoir, pour une petite procédure, faire je ne sais combien de CERFA, envoyer je ne sais pas combien de documents, renvoyer au préfet, qui me renvoie à autre chose. Enfin, c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et finalement, même moi, je le vois auprès de mes fonctionnaires à la mairie, ils passent beaucoup de temps finalement à exécuter des tâches administratives de dossiers qu'on pourrait peut-être mettre à profit pour avoir une meilleure gestion des affaires publiques. Et donc peut-être que des opérations sortiraient plus rapidement, que ce soit d'ailleurs des opérations privées comme des opérations publiques. Parce qu'en fait, aujourd'hui, là, on fait une aréna pour le basket à Ilkirch. On aura passé quasiment 2 ans de procédure avant de commencer le premier coup de pioche, quoi. Alors que c'était pas un problème de moyens, c'était pas un problème de volonté politique, c'était pas un problème de trouver les entreprises qualifiées sur le territoire. C'était un problème de passer je ne sais combien d'étapes administratives avant de pouvoir enfin consentir au premier coup de pioche. Et ça coûte tout ça. On a des collaborateurs qui sont payés tous les mois pour gérer tout ça. Une question pour vous, maître. J'ai évoqué les chartes rapidement, des normes sur des normes, et parfois des demandes qui n'ont pas lieu d'être, d'élus un peu en off comme ça, rajoutez-moi ça, ce serait bien. Ces normes multiples et parfois contradictoires, est-ce qu'elles sont source d'insécurité juridique pour le promoteur? Première question. Et une deuxième question, peut-on juridiquement contester un refus de permis basé sur le non-respect d'une norme locale surajoutée au cadre national? Alors, pour répondre à votre question, la difficulté est la suivante. Si la norme qui a été ajoutée au plan local à celle qui existe au plan national est légale, il n'y a aucune difficulté en réalité au point de vue juridique. La véritable difficulté, ce sont effectivement des normes qui sont étrangères au PLU. Vous avez donné l'exemple des chartes d'urbanisme. Je rappelle qu'effectivement, et c'est tout récent, la Cour des comptes, dans son rapport du mois de septembre 2024, appelé la délivrance
des permis de construire, un parcours complexe dans un cadre instable, ça veut tout dire. La Cour des comptes rappelle qu'il est formellement interdit, effectivement, de prendre une charte d'urbanisme qui vient ajouter des normes qui ne sont pas prévues. Je donnerai un exemple pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Pascal Boulanger sur le renchérissement du coût de construction à cause de ce type de normes. La Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine a examiné quel était l'impact de ce qu'on appelle non pas une charte d'urbanisme, mais un label bordelais frugal, bâtiment frugal bordelais pour être exact. Et la Chambre régionale des comptes a fait un calcul en disant que indirectement, le coût du renchérissement d'un logement à cause des normes qui sont imposées sans l'être véritablement, puisque ça n'a pas de portée juridique véritable, était de plus de 35% pour le promoteur immobilier. Donc on se rend compte que ajouter des normes aux normes existantes, dans un cadre juridique, encore une fois, totalement illégal, vient accroître très sensiblement le coût des logements. Et c'est une véritable difficulté. Pour répondre à votre seconde question, oui, évidemment, celui qui se voit refuser un permis de construire sur le fondement d'une norme qui est illégale parce qu'elle n'est pas prévue par le code d'urbanisme, c'est l'exemple classique de la charte d'urbanisme, ce pétitionnaire qui se voit opposer ce refus de permis de construire peut, avec encore une fois des chances très sérieuses de succès, obtenir l'annulation d'un refus de permis de construire. Je relève d'ailleurs que c'est intéressant, c'est une charte qui était sur la commune de Bois-Guillaume qui a été contestée par le préfet. C'est d'ailleurs pas un promoteur qui l'a attaqué, c'est le préfet. Le préfet attaque effectivement la délibération qui est prise par le conseil municipal qui avait approuvé une charte. Et le tribunal administratif de Rouen, dans un jugement du mois de janvier 2023, a purement et simplement annulé cette charte. Donc le message qu'il convient de faire passer, si pour autant on peut en faire passer, c'est messieurs les préfets, dans le cadre de votre contrôle de légalité, demandez effectivement à toutes les communes qui ont imposé aux promoteurs immobiliers le respect d'une charte, de revenir sur cette charte et purement et simplement de l'abroger. Et si jamais les élus refusent de le faire, il appartient au préfet, qui est le représentant de l'État dans le département et qui est chargé du contrôle de légalité, de saisir le tribunal administratif d'un recours en annulation. Pascal Boulanger, finalement, s'il n'y avait pas toutes ces normes qui nécessitent aux promoteurs de s'adapter systématiquement et de lui forcer un peu la main pour avoir des logements toujours plus vertueux, finalement, si on est honnête, est-ce qu'on ne construirait pas encore comme il y a 50 ou 100 ans ? Non, mais vous posez une question provocatrice et Un je peu. vous en remercie. Nous, on n'est pas là pour dire il ne faut pas de normes. On n'est pas là pour dire il faut construire n'importe quoi. On est là pour dire il faut construire ce que les gens peuvent acheter. Donc, on ne peut pas avoir une restriction sur les permis de construire. Ça a un coût. On ne peut pas avoir des normes et le pays dans lequel le logement est le plus taxé. En plus, je vous rappelle qu'il y a encore l'impôt sur la fortune immobilière, entre parenthèses. Donc nous, on n'est pas là pour dire qu'il faut faire n'importe quoi, ce serait irresponsable, et on respecte notre client, on aime notre métier. Simplement, on se dit, l'équation ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. On va faire, sur l'année 2024, je n'ai pas encore les stats définitives, mais moins de la moitié de ce qu'on fait sur une année dite normale, en termes de réservation. Et ça continuera à baisser, puisque cette année 2025, on met quasiment plus rien à l'offre. Donc je ne vois pas comment on pourrait vendre ce qu'on n'a pas à vendre. Donc notre sujet n'est pas « faut faire n'importe quoi ». Notre sujet est de se dire « il faut se mettre autour de la table ». L'État, qui fait les normes, qui fait la fiscalité, les élus, qui donnent les permis de construire, et nous. Mais il faut arrêter de penser, je conteste cette pensée unique, de dire « il faut faire encore des logements plus vertueux », parce que plus personne ne peut les acquérir. Et donc, l'équilibre est où ? Moi, encore plus de normes pour des logements plus vertueux, ok, moins de fiscalité. Alors on va me dire c'est pas possible. Des logements plus vertueux, ok, laissez-nous monter. Parce que plus on peut densifier, moins le logement coûte cher au mètre carré. Les frais fixes sont amortis. On nous dit non. Simplification, on nous dit oui, mais je vois rien arriver. Donc le sujet, c'est pas de faire des logements moins chouettes, moins vertueux. Le sujet, c'est qui pour les acheter, et là, il n'y a plus personne. Voilà. J'ai parlé des chartes où là, effectivement, on sait à quelle sauce on va être mangé, même si elles sont illégales, on en retrouve encore malheureusement à droite à gauche. Monsieur le maire, on a aussi, enfin la profession est parfois sujette à des demandes, ce qu'on appelle extra-légales, c'est-à-dire dans le bureau, porte fermée, une demande d'un élu de quelque chose dont on n'est pas obligé de faire, mais une demande de demande supplémentaire. Alors là, c'est pas un jugement de vous directement, hein, mais au niveau de la profession, on sait que ça se fait.
Qu'est-ce que vous répondez à ces, entre guillemets, accusations? C'est pas vraiment une accusation, mais de ces exigences qui ne sont pas inscrites ni dans la loi, ni dans les PLU, mais qui conditionnent l'obtention d'un permis de construire. Ce petit geste architectural supplémentaire, cette prestation supplémentaire, qui a généralement un coût supplémentaire, qui n'est pas obligatoire, mais qui est demandé à un élu parce que c'est mieux. Mais sinon, on n'a pas le permis de construire. C'est parfois un petit peu gênant. Ça arrive assez fréquemment. Quand on a ce genre de critique et qu'on a un élu, comment on réagit à ça? Après, ça dépend de la demande. Hein. C'est toujours pareil, parce que moi, je trouve que parfois, ça peut être intéressant, dans le cadre d'une discussion, de se dire, tiens, ça serait peut-être quand même mieux, et ça permettrait d'intégrer la chose mieux dans son environnement. Et ça permet derrière, quand même, de pouvoir aller au bout du projet. Donc, après, il faut toujours des proportions raisonnables, si je puis dire. C'est sûr que quand ça devient complètement ubuesque ou loufoque et ça a un surcoût pas possible, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que, par exemple, moi, j'ai jamais décidé de mettre en place de charte au niveau de la ville d'Illkirch, parce que à un moment, je ne suis pas non plus pour rajouter des choses qui pourraient faire croire à mes concitoyens qu'on aurait trouvé une solution miraculeuse, alors qu'en fait, la vraie solution, on en parlait avant, c'est la révision du plan local d'urbanisme. Et pour moi, c'est quand même qu'à un moment, je pense que ça devient incompréhensible pour nos concitoyens que le maire signe le permis en dernière instance, mais qu'avant ça, il y ait une instruction qui soit faite par la métropole de Strasbourg. Et de plus en plus, il y a les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et en fait, l'intercommunalité a ce défaut de vider de sa substance parfois la commune sur des compétences qui sont quand même des compétences régaliennes. Je pense qu'à un moment, la construction, le développement de la ville, ça reste une compétence régalienne de la commune. Et je pense que si on veut re-responsabiliser aussi les maires, il faut qu'on arrive à lui redonner l'ensemble finalement des prérogatives qui lui permettent de pouvoir administrer sa commune, en tout cas sur ce sujet. Après, il y a d'autres sujets où l'intercommunalité apporte de la mutualisation, apporte beaucoup de choses qu'on ne saurait pas faire tout seul ou qui auraient des coûts substantiels. Je pense aux ordures ménagères ou autres. On n'aurait pas intérêt chacun à multiplier les services. Mais sur ce sujet-là, je vois qu'aujourd'hui, il y a parfois en plus cette espèce de dichotomie, mais un petit peu comme la France et l'Europe, où on dit finalement c'est la faute de l'Europe. Là maintenant, on se retrouve à dire c'est la faute de l'Eurométropole de Strasbourg. Et je trouve que de déresponsabiliser, de toute façon, c'est jamais quelque chose qui est positif. Et ça fait ces dérives-là aussi, je pense, parce qu'on se sent dépossédé. En tout cas, moi, depuis que je suis maire, je me sens un peu dépossédé. Alors, et je ne sais pas si, en étant président de l'Eurométropole, je me sentirais plus possédé, en tout cas peut-être pour ma commune, mais pas au nom de mes collègues maires, parce que je sens que maire, c'est quand même encore une fonction particulière dans un environnement démocratique français. Monsieur le maire, alors simplement pour répondre quand même à votre observation, vous avez confié l'instruction des demandes de permis de construire à l'Eurométropole par convention. Rien ne vous interdirait d'instruire en interne. C'est d'ailleurs le cas, sauf erreur, de la ville de Schiltigheim, qui n'a jamais, par convention, confié au service de la police du bâtiment de l'Eurométropole l'instruction des demandes. Donc si vous voulez réinternaliser, si j'ose dire, l'instruction, il suffit simplement de ne pas signer la convention avec l'Eurométropole. Sauf que le plan local d'urbanisme reste intercommunal. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait de nouveau ce document qui finalement fonctionnait pas trop mal quand on avait le plan d'occupation des sols à Illkirch, qu'on a transféré. Et finalement, comme moi, je rencontre mes collègues, je peux aller à Breschwijk-Ersheim, je peux aller à Kolbsheim, je peux aller à Schiltigheim. Il y a une insatisfaction générale du fonctionnement du PLUI. Et pourtant, ma collègue de Schiltigheim, par exemple, en a la responsabilité. Donc, en plus, elle est au cœur du système. Mais tout le monde se rend bien compte que parfois, d'appliquer des règles sur un territoire de 33 communes, c'est pas tout à fait pertinent au regard de l'histoire et du patrimoine aussi qu'on peut avoir chacun dans nos communes. Ce qui n'empêche pas de vouloir développer chacun sa commune. Et c'est pour ça que moi, je suis pas non plus à dire il faut tout arrêter, il faut tout supprimer. Et moi, ce que je veux arrêter dans ma commune, c'est ce sentiment qu'à un moment, on dépossède tout le monde de sa capacité à pouvoir faire évoluer collectivement la ville avec une vision partagée. Et je pense qu'il faut qu'on se réapproprie, mais aussi avec les habitants. C'est d'ailleurs pour ça que là, on lance sur cette année une démarche d'urbanisme participatif où le but, c'est de faire des réunions secteur par secteur pour réexpliquer les règles et réexpliquer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Parce que je pense aussi qu'il faut refaire un coup de pédagogie, si je puis dire, auprès de nos concitoyens pour remettre aussi l'église au milieu du village sur ce qu'on peut faire ou pas. Parce qu'en fait, ils se disent, le maire, comme c'est lui qui signe le permis, il peut le refuser, il n'y a pas de souci, peu importe le projet ou tout ça. Si le maire, il veut refuser, il refuse.
Et c'est quand même pas si simple que ça, en fait. Et je pense qu'il faut redonner aussi ce tissu réglementaire et cette pédagogie réglementaire à nos concitoyens pour bien leur expliquer comment ça se fait un permis de construire et dans quel cadre ça s'inscrit. J'aimerais vous entendre après ma question à David, peut-être pour l'auditeur. Qu'est-ce qu'une demande extra-légale et puis quelles conséquences ça pourrait avoir si vous avez un exemple précis pour que les auditeurs puissent comprendre. Une question juridique. Lorsqu'une commune impose justement ces conditions supplémentaires qui ne sont pas prévues au PLU, est-ce qu'on peut parler de détournement de pouvoir au sens juridique? Et puis, quels seraient les recours que peut avoir un pétitionnaire contre ce détournement de pouvoir, sachant que c'est difficile parce que c'est souvent un huis clos, c'est une demande comme ça, et on peut se dire, bon bah ok, je la prends en compte, je paye, ça coûte plus cher, mais au moins je gagne du délai parce que économiquement, il faut que j'avance. Alors, c'est pas juridiquement un détournement de pouvoir, c'est ce qu'on appelle un excès de pouvoir, mais pas juridiquement un détournement de pouvoir, qui est encore une autre notion. Maintenant, effectivement, les promoteurs acceptaient, j'emploie volontairement l'imparfait, acceptaient plus aisément il y a quelques années, je dirais, de se soumettre à des demandes particulièrement illégales de la part d'élus. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un changement de paradigme parce que beaucoup de promoteurs n'hésitent plus aujourd'hui à contester les refus de permis de construire qui sont illégaux. Alors pourquoi ? Parce que le législateur est quand même intervenu, les pouvoirs publics, il faut le reconnaître, sont vraiment intervenus, je dirais, pour améliorer la situation de ces promoteurs. Je donnerai simplement 2 exemples. Le premier, il y a une dizaine d'années, pourquoi les promoteurs immobiliers n'attaquaient quasiment jamais les refus de permis de construire ? Parce que pour aboutir à un jugement du tribunal, il fallait compter entre 24 et 48 mois. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'un permis de construire qui concerne un bâtiment de plus de 2 logements collectifs, le délai qui est imparti au tribunal est un délai de 10 mois. Donc effectivement, il y a une temporalité qui fait que le promoteur est je dirais, incité à contester la légalité d'un refus de permis de construire qui lui paraît parfaitement injuste. Première observation. Seconde observation, Pascal Boulanger en a parlé brièvement avant. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une commune zone tendue, il n'y a plus de voie d'appel qui est possible pour la commune pour contester un jugement qui aurait annulé un permis de construire qui concerne un bâtiment de plus de 2 logements. Donc là encore, en termes de temporalité, c'est extrêmement favorable pour le promoteur. Et donc ce risque qui jusqu'à présent existait, qui ne l'incitait pas en réalité à se battre devant le tribunal administratif pour obtenir gain de cause, ce risque-là n'existe plus. On a véritablement aujourd'hui des possibilités qui sont offertes aux promoteurs d'obtenir encore une fois gain de cause devant le tribunal, et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de promoteurs, qu'ils soient régionaux ou même nationaux aujourd'hui, on constate dans notre pratique professionnelle qu'il n'y a plus aucune hésitation, ce qui paraît tout à fait logique d'ailleurs. Je précise juste parce que vous dites toujours promoteur, tout pétitionnaire, c'est Absolument. Que le particulier qui nous écoute et qui est dans cette situation-là, il a les mêmes droits. Absolument, le particulier, sauf que malheureusement, si ça n'est pas un bâtiment, encore une fois, comportant plus de 2 logements ou s'il n'est pas dans une zone tendue, malheureusement là, le délai de jugement sera beaucoup plus long. Pascal Boulanger ? Oui, un petit cocorico par rapport à ce que vient de dire notre ami avocat. C'est une victoire de la FPI, parce que très souvent, on gagnait au tribunal administratif, on gagnait en cour d'appel administratif et au Conseil d'État, mais ça prenait un temps fou. Donc on préférait transiger. Et comme les procédures administratives n'étaient pas enferrées dans des délais en ce qui concerne l'urbanisme, on a réussi à le faire enferrer dans un délai. Toutes les procédures administratives sont enferrées dans des délais. Alors 48 heures, je crois, pour les reconduites à la frontière, 3 mois pour le contentieux des hôpitaux, enfin 6 mois pour le contentieux électoral, je crois. Et nous, on n'était pas enferrés dans un délai. Donc ce fait-là nous a fait effectivement gagner en crédibilité et en temps. Deuxièmement, sur le fait d'attaquer les permis, c'était très simple. J'ai beaucoup d'instances à l'AFPI, des comités directeurs avec les 15 plus gros promoteurs de France, des présidents de région, il y en a ici que je salue, Olivier Kinder. On a discuté et on s'est dit d'accord, ok, ils voulaient vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet. Et j'ai demandé à mes instances, est-ce que maintenant vous êtes d'accord aussi pour attaquer les permis ? Parce que si j'y vais tout seul, c'est bien beau sur vos ondes, ça fait plaisir, c'est peut-être efficace, mais c'est en tous les cas insuffisant. Donc maintenant, on s'est mis aussi d'accord, nous tous ensemble, de dire on ne peut plus se faire balader comme ça. Donc effectivement, on a décidé il y a 3-4 ans que c'était fini, qu'on soit attaqué complètement, sans réagir. Sur votre question sur les demandes un petit peu saugrenues, il y a de tout, je ne veux pas parler d'illégalité et d'enrichissement personnel parce que je ne connais pas de cas. Si j'en connaissais, mais je n'en connais pas. Mais on nous demande aussi, vous n'auriez pas 150 000 € pour le club de foot parce que mon club de foot, il a perdu son principal sponsor. Vous n'auriez pas 100 000 € pour ma chapelle là-bas parce que
Voilà, ça c'est régulier. Et le maire est, entre guillemets, de bonne foi, hein, c'est pas de l'enrichissement personnel, c'est pour sa commune. Oui, mais si on vous demande 100 000 euros et que vous faites 25 logements, c'est 4 000 euros du logement, quoi. Et tout ça, maintenant, on le refuse. Je pense qu'à un moment, on est fautif aussi. Ça marchait bien, donc on se posait pas de questions, hein. On rentrait, on disait, voilà, il y a une demande un petit peu saugrenue du maire, vous mettez 3 000 euros à chaque logement, et puis on n'en parle plus, hein. Ça s'est passé comme ça, à un moment. Oui, mais au-delà, vous avez raison, Monsieur le Président, mais au-delà de l'aspect purement pécuniaire et financier ou budgétaire pour le promoteur, il y a également le fait qu'effectivement, on va lui imposer en réalité le respect de normes qui n'existent pas. Bien sûr. C'est là la difficulté, c'est-à-dire qu'on a un PLU qui fixe les règles du jeu, le promoteur immobilier qui établit un bilan sur la base des règles du PLU, qui fixe un prix d'acquisition vis-à-vis de son propriétaire du foncier, et en cours de route, la règle du jeu est modifiée. Pourquoi elle est modifiée ? Parce que, et tous les promoteurs de la FPI Grand Est, en tout cas, et d'autres FPI, j'en suis parfaitement convaincu, se sont retrouvés au moins une fois dans leur vie où un élu vient leur dire « Effectivement, vous avez le droit de faire un R+3, c'est-à-dire 4 niveaux, mais je ne veux pas de 4 niveaux, je veux 3 niveaux. » Alors que le PLU autorise 4 niveaux. Et la difficulté est là, c'est qu'en réalité, le promoteur immobilier qui, encore une fois, a établi un bilan d'opération sur la base de règles de PLU qu'il l'admet parfaitement, voit la règle du jeu modifiée parce que l'élu ne respecte pas le PLU qu'il a lui-même voté. On revient toujours à la même difficulté. Par rapport à cet urbanisme négocié, est-ce que finalement c'est compliqué pour un élu de laisser l'application stricte du PLU, qu'il le valide ou pas? Parce que ça lui permet quand même, quand un administré, voisin, etc., vient dire « mais c'est pas normal, j'ai une maison individuelle à côté, et à côté de moi, j'ai un immeuble de 4 niveaux », finalement, est-ce que c'est pas plus simple pour un élu de dire « mais le PLU dit ça, vous connaissez le PLU, vous connaissez les règles, vous n'avez pas attaqué le PLU, donc entre guillemets, vous l'avez validé », même si c'est pas si simple pour ça de comprendre un PLU pour un administré. Mais finalement, est-ce que c'est pas plus simple pour un élu de dire « mais je n'y peux rien, moi, mon rôle, c'est d'appliquer la loi, tout simplement ». Ah bah ça serait beaucoup plus simple. Mais c'est compliqué pour un élu de dire ça? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une population globalement qui ne l'entend pas de cette oreille parce que pour eux, le maire signe les permis de construire, donc en même temps, il peut accepter ou pas accepter. Et en fait, c'est un peu le même souci qu'on vit sur les différentes compétences qu'on peut avoir, hein. C'est que souvent, il y a un cadre, mais on nous dit oui, mais enfin, c'est quand même vous le décideur, c'est quand même vous l'autorité territoriale, c'est quand même vous le chef. Et parce que dans la tête de la plupart de mes concitoyens, c'est le maire, c'est le chef de la ville, hein, de façon un petit peu caricaturale, mais en tout cas, c'est le chef de la ville. Et donc, le chef de la ville, il pourrait décider qu'on peut faire ça ou on peut pas faire ça. Il pourrait, mais je le vis en voirie tout pareil, hein. On me dit oui, mais alors là, on pourrait quand même mettre un sens interdit sauf riverain. Je leur dis bah oui, mais enfin le sauf riverain aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de base légale. Comment vous voulez que je fasse? Oui, mais c'est pas grave, vous pouvez aménager comme ça. Ah bah là, ça m'arrangerait que là, ça soit complètement piéton parce que je veux plus de véhicules qui passent. Est-ce que la place que vous dessinez devant chez moi, ça peut être ma place attribuée et pas justement du domaine public où chacun pourrait venir se stationner? Donc on est sans cesse en fait dans cette forme de contradiction parce qu'il y a une règle générale qui existe, mais en fait il y a une volonté individuelle et un intérêt individuel qui souvent reprime dans la tête et dans l'esprit des gens. Et c'est pour ça que souvent la démarche, en tout cas qu'on fait depuis le début du mandat, qui a permis quand même d'avoir un certain nombre de délivrances de permis de construire, hein, donc on n'a pas complètement figé les choses. On l'a fait justement dans cette discussion, mais dans cette discussion pour le coup qui était ouverte, puisque c'était pas à huis clos dans un bureau, mais c'était bien lors de réunions publiques, hein, avec les riverains concernés qu'on invitait, et avec le promoteur qui était présent, et le promoteur qui acceptait vis-à-vis des riverains de bouger des choses ou pas, hein, parce que parfois il y a une non-acceptation, et on sait très bien à quoi on est soumis. On sait très bien que demain, si on refuse et que le promoteur va devant le tribunal administratif, qu'on va perdre. Donc le but n'est pas non plus ça, et c'est pour ça que je pense que le but c'est pas de dire de toute façon j'ai refusé ton permis et puis c'est terminé. Je pense que si on peut à un moment avoir une discussion et mettre tout de suite nos concitoyens dans la boucle, et pour que ça soit sérieux, je pense que c'est important que ça se fasse avant le dépôt du permis, parce que c'est vrai que mes prédécesseurs le faisaient une fois que le permis était déposé, ça crispait beaucoup. Là on arrive quand même à avoir un certain nombre de réunions qui se passent correctement, où il y a des expressions aussi de certains de nos concitoyens en disant voilà, on n'est pas d'accord, il y a du vis-à-vis, des choses comme ça. Mais moi, je pense plutôt à des choses, par exemple, là, il y a un permis qui a été délivré récemment pour un petit collectif.
on a réussi avec le promoteur plutôt à bouger l'emplacement du bâtiment sur le terrain parce que ça permettait de peut-être avoir moins de vis-à-vis direct avec les maisons à côté, et ça convenait aux maisons à côté. Et donc c'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est que finalement le projet n'a pas été vraiment modifié dans sa substance. Par contre, il y a eu un travail de concertation, et je pense que ça a été intéressant, puisque en plus pour le promoteur derrière, ça évite aussi les recours et une perte de temps et d'énergie qui est inutile si on a réussi dès le départ à trouver un terrain d'entente. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il ne faut pas non plus être campé sur ses positions. Moi je ne souhaite pas avoir une sururbanisation un peu qu'on appelle bétonisation parfois de façon un peu caricaturale, mais parce que c'est un mot qui est venu comme la végétalisation. C'est pas un mot vraiment français, mais c'est devenu un concept en tout cas que tout le monde comprend. Et donc moi, c'est plutôt ça. Moi, je veux quelque chose qui soit harmonieux et qu'on arrive à absorber, en fait. Qu'on arrive à absorber dans son environnement et qu'on arrive à absorber en termes d'infrastructures publiques pour que le citoyen nouveau de la ville qu'on accueille, on l'accueille correctement aussi. Parce que ça, c'est très important pour nous. Il faut qu'on accueille correctement le nouveau citoyen qui arrive et qu'on lui donne finalement accès aux différents services publics de manière équitable par rapport à ceux qui sont là finalement dans cette ville depuis des années et des années, et qui estiment légitimement avoir aussi un droit à décider de l'avenir de leur ville. Mais c'est normal. Enfin, moi, je suis né à Ilkirch-Graffenstaden. J'estime connaître ma ville et savoir ce dont ma ville a besoin. Et c'est ce que j'ai essayé de démontrer pendant les élections municipales. J'ai été élu et c'est ce que je continue à porter en disant voilà ce que je pense bon pour Ilkirch-Graffenstaden. Et le bon ne veut pas dire forcément tout stopper. Moi, je suis pas manichéen, en fait. Je suis pas forcément manichéen, comme certains dirigeants qu'on peut voir d'ailleurs ces derniers temps prendre des responsabilités quand ils les ont déjà exercées. Mais je pense qu'il faut sortir justement de dire c'est soit tout construit, soit c'est rien du tout. Je pense qu'il y a un juste milieu. Et en fait, le maire, son boulot, moi, quand je résume le boulot du maire régulièrement, c'est en fait le maire, il gère des contradictions en permanence. Je vais vous donner la parole tout de suite, mais peut-être que ma question va répondre à la question que vous souhaitez, la réponse que vous souhaitez faire, parce qu'il nous reste 10 minutes, donc le temps commence à être compté. Sur les conséquences économiques et sociales de refus ou de frein à la construction. Alors, je vous laisserai peut-être, je vous pose ma question, peut-être que vous y reviendrez après si c'est pas en lien. Je voulais réagir aussi sur ce que vient de dire. Alors allez-y, je vous laisse réagir. Dans la vraie vie, ça marche pas vraiment comme ça. Parce que nous, on achète un terrain à un propriétaire sur la base d'une constructibilité. Et cette constructibilité, on la définit par rapport à un PLU. Alors, je vais prendre un exemple très basique. Des chiffres, ne retenez pas les chiffres, retenez le raisonnement. On dit, tiens, sur ce terrain, on peut l'acheter à ce propriétaire parce qu'on peut faire 100 logements. Et on va acheter ce terrain 100. Dans des chiffres très simples. Puis on va voir le maire, on rentre dans une négociation. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense, les PLU ne sont utilisés qu'à 65% de leur capacité. Donc, en moyenne, sur ce terrain, parce que le vendeur du terrain a été conseillé par son notaire, par un ami architecte, et il sait que son terrain peut faire 100 logements. Donc, il sait qu'il vaut X. Le X, on va le traduire en 100. Si on va lui dire quelques jours après, écoutez, ou quelques semaines après, on a vu le maire, et votre terrain, on peut faire que 65 logements, donc votre terrain, il vaut plus 100, il vaut peut-être 50, 60, peut-être 65, mais il y a les frais fixes. Ben, ça ne marche pas. Donc la négociation que nous oblige l'élu, peut-être finir à 80 logements, 70 logements. Mais c'est un coût. Parce que le propriétaire du terrain, lui, va essayer de ne pas démordre, parce que dans sa tête, il a toujours son prix de 100. Donc tout ça, on l'accepte, mais il faut rajouter encore un coût. Et tout ça réenchaîne un coût. Alors c'est vrai que les élus nous parlent de négociation, d'urbanisme concerté, mais nous, derrière, on a un propriétaire de terrain qui, d'ailleurs, une puissance publique qui dit « moi, je m'en fous, c'est ce prix-là, pas autrement ». Donc c'est plus compliqué dans la vraie vie. Ce que vous dites est très, très juste, et c'est encore plus dommageable lorsque ce qui est demandé par l'élu concerne par exemple la production de logements locatifs sociaux. Puisqu'on sait, notamment si on prend l'exemple strasbourgeois, je crois qu'on doit être à 2350 € du mètre carré aujourd'hui en logement locatif social, ou 2400. Ça a monté un petit peu. 2400. 2400. Évidemment, si on est sur un territoire où il n'est pas nécessaire de produire
des logements locatifs sociaux, mais que l'élu de la commune impose aux pétitionnaires de réaliser 5%, 10%, 15%, voire 20% de logements locatifs sociaux, ça va évidemment avoir une incidence sur le bilan de l'opération. Puisque si on vend à un prix moyen de, je donne un exemple évidemment qui est déconnecté, mais de 4 500 ou 5 000 euros du mètre carré, mais que l'on impose aux promoteurs immobiliers de réaliser 5 ou 10 logements locatifs sociaux à un prix de sortie de 2 400 euros, évidemment ça a un impact sur le prix le coût de l'opération et à la décharge finalement de l'acquéreur. Puisque le promoteur immobilier n'est pas philanthrope. L'impôt palier. Il va devoir nécessairement répercuter ce qu'il est contraint de concéder en termes de vente de logements locatifs sociaux sur l'acquéreur en accession. Et c'est là où tout est complètement déréglé. Alors, pour l'auditeur, je vais le dire de manière un tout petit peu plus simple, si vous permettez. Lorsque l'on construit pour des bailleurs sociaux, c'est inférieur à notre prix de revient. Voilà, parce que les prix sont imposés. Et bien sûr, il y a un système de vase communicante. Et c'est ceux qui achètent des logements privés qui payent la différence par rapport au logement social. C'est pas su. Voilà. C'est l'impôt palier. Moi, voilà. Alors, ça va loin ce raisonnement, parce que ça a encore coûté quelque chose, ça surenchérit le prix du logement. Qu'on fasse des logements sociaux, mais c'est la notion de service public que les juristes connaissent bien, qui a démarré avec la théorie du bac des locats pour les vieux juristes. Ok qu'on fasse ça, mais dans ces cas-là, il doit y avoir une compensation financière de l'autorité qui nous l'impose, puisque nous, on vend en dessous de notre prix de revient. Vous savez, vous parliez tout à l'heure, on n'est pas philanthrope. Non, mais la marge moyenne d'un opérateur, d'un promoteur privé, c'est 5%. Quand il vend un logement, un promoteur a en moyenne 5% de marge. On ne pourrait même pas descendre en dessous si on le voulait, on n'a pas trop envie, mais si on le voulait, parce que dans ces cas-là, les banques ne nous financeraient plus et ne nous donneraient plus nos fameuses GFA, nos garanties financières d'achèvement, sans lesquelles on ne peut rien faire pour aller très vite. Donc nous, on est coincés. Donc on doit trouver la solution, quelquefois à notre détriment, pour trouver ces fameux 5% de marge, somme en dessous de laquelle la banque ne nous suit pas. Quand on a ces logements sociaux, les marges sont effondrées. Donc, on relève les prix du secteur libre. Oui. Alors, ça allait être ma question, parce que j'avais parlé des prix de l'immobilier et de la mixité sociale. Vous avez déjà répondu à cette question. Mais maintenant, j'aimerais vous entendre sur l'emploi, justement, dans le secteur du bâtiment, les conséquences par rapport à l'emploi. Écoutez, moi, je l'ai dit, je l'ai écrit sur nombreux plateaux, nombreux médias. On va perdre, à cause de cette crise, 300 000 emplois dans le bâtiment et services divers. C'est-à-dire 150 000, un peu, ce que on va appeler les cols bleus, et 150 000 de cols blancs. Chez les notaires, architectes, promoteurs, bureaux d'études, bureaux de contrôle, assureurs, avocats, et j'en oublie géomètres, et j'en oublie plein. Et 150 000 d'ouvriers dans le bâtiment. Je suis souvent avec Patrick Martin, le président du MEDEF. Il me dit régulièrement, le plus gros problème de l'entreprise aujourd'hui, c'est le recrutement. Et le plus gros problème du recrutement aujourd'hui, c'est le logement. Donc, on va perdre 300 000 emplois. D'ailleurs, depuis début 2024, on perd plus de 10 000 par mois de logements dans la grande sphère de l'acte de construire. C'est embêtant. J'avais prévenu Bruno Le Maire qu'il allait lui manquer 5 milliards de TVA, parce qu'un logement vendu, en moyenne, c'est 50 000 euros de TVA. S'il en manque 100 000, ça va vite à calculer, ça fait 5 milliards. Et puis derrière tout ça, là on parle que d'économie, il y a les Français qu'on n'arrive pas à loger. Comment voulez-vous qu'on soit satisfait, nous, quand on sait qu'il y a un besoin énorme, qu'on a des logements, et qu'on n'arrive pas à mettre en adéquation notre offre avec cette demande, et qu'on sait qu'il y a des gens dans la rue, intellectuellement, parce qu'on ne sommes pas que des hommes d'affaires, nous sommes aussi des êtres humains, intellectuellement, c'est pas satisfaisant. Donc on fabrique des logements qu'on va vendre à perte, ou au prix étal, on n'en fabriquera pas assez. Action Logement et la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, Habitat nous en a acheté. Ça ne pourra pas durer parce qu'eux aussi n'ont pas des poches sans fond. Donc il y a plusieurs sujets. Il y a l'emploi, il y a l'économie, il y a la TVA, il y a la satisfaction intellectuelle. Moi, je fais le tour, je suis tout le temps en région. Demain, je suis à Rennes. Aujourd'hui, je suis ici. La satisfaction aussi de ne plus faire notre métier. On est là pour loger des gens, c'est quand même noble. Je dis régulièrement que notre métier est nécessaire, utile et noble. C'est beau de voir des jeunes mariés qui rentrent dans leur logement et qui sont contents. Tout ça, on nous en prive aussi. Il n'y a pas que le rôle économique. On est là aussi. Le médecin est content quand il soigne quelqu'un, je pense, je le sais. Ben nous, on est aussi content quand on voit des gens heureux dans leur logement. Et de tout ça, on nous en prive également. Bon, un discours qui est peu entendu.
Mais peu importe. On peut donner des stats parce que finalement, on a parlé d'achat de logements, mais on peut parler de la location, puisque tension sur la production de logements, il y a une tension aussi sur la location. On voit les locations, les coûts des locations exploser, c'est une vraie difficulté, notamment pour les personnes célibataires ou avec enfants, etc. C'est une grande difficulté. Puis on a les étudiants, hein, on peut dire qu'il y a une stat, c'est 12% des étudiants ont renoncé à leurs études parce qu'ils ne trouvaient pas de logement là où ils devaient faire les études. Donc il y a un vrai impact sur les gens, la vie quotidienne des gens. Finalement, monsieur le maire, là je parle des élus, pas vous personnellement, hein, mais est-ce que finalement il n'y aurait pas un retournement de situation avec des administrés qui commenceraient pas à dire mais finalement nous, on est peut-être logés, mais nos enfants, ils ont du mal à se loger. Nos petits-enfants qui font leurs études, encore plus. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un jour un retournement de tendance avec des gens qui diraient mais maintenant, commencez à construire des logements parce qu'il y a une vraie pénurie et que le logement devient un produit de luxe et plus personne ne peut y accéder. Est-ce que finalement, les prochaines élections municipales ne vont pas se gagner là-dessus ? Est-ce que les maires, bâtisseurs, ne sont pas les futurs héros de ces prochaines élections municipales ? Alors, est-ce que vous voulez pas endosser cette cape-là, monsieur le maire ? Je ne suis pas certain. Après, fermez la porte à clé. Je me rends quand même compte, et c'est là où c'est ce que je disais au départ, c'est que je me rends quand même compte que quand on vient sur des projets un peu spécifiques, sur justement des logements adaptés ou des logements qui sont accessibles, abordables, on a quand même souvent pas le même accueil quand on vient par exemple avec une résidence étudiante parce que par exemple dans ma commune il y a une partie du campus strasbourgeois qui est sur Ilkirch-Grafenstaden, j'ai quasiment 4000 étudiants, je leur dis il y a une pénurie de logements étudiants, demain on va continuer à développer l'offre de logements étudiants, c'est quelque chose qui est bien accepté de la population parce qu'il y a cette conscience aussi, qu'il y a cet équipement, qu'il y a une difficulté pour les jeunes à se loger, tout comme aujourd'hui on va faire des résidences seniors et sur les résidences seniors, il y a un besoin parce que j'ai des gens qui aujourd'hui vivent encore à domicile, qui sont vieillissants, qui devraient pouvoir avoir une offre adaptée qui n'existe pas sur la commune. Et donc, il y a une volonté là de construire quelque chose et les habitants sont très favorables au fait qu'on le fasse. Et ils nous disent, mais c'est quand que vous le faites. Donc, je pense que ça, c'est important. Et puis, par ailleurs, on a développé aussi un office foncier solidaire avec du BRS, avec le bail réel solidaire. Et ça aussi, quand on vient le présenter à la population, on a un bon accueil parce que c'est quand même une solution pour que des jeunes qui commencent dans la vie puissent quand même se loger à des prix peut-être un peu plus accessibles que si c'était dans le parc strictement privé qu'on connaît dans ma commune. Donc, finalement, ça dépend vraiment aussi de ce qu'on fait. En fait, il y a peut-être plus un rejet, en tout cas en ce moment, dans ma commune, on va dire du logement classique, entre guillemets, mais du logement classique avec finalement ce qu'on a l'habitude de voir. Mais il y a une nécessité peut-être d'aller sur des produits spécifiques, ce qui ne réglera pas tous les problèmes, ça j'en suis bien conscient, parce que même pour le bail réel solidaire, je vois l'office foncier solidaire, il faut qu'à un moment, il y ait un certain nombre de garanties, qu'on puisse quand même abonder régulièrement quand même le capital de l'office, parce que sinon, on n'arrive pas non plus à sortir les opérations. Et finalement, les bailleurs qui s'engagent dans cette voie-là sont confrontés aux mêmes problématiques que les promoteurs privés. Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'aujourd'hui, les coûts de construction, les difficultés à commercialiser, les banques qui ont eu un peu de mal à accorder des prêts, même si ça commence à aller mieux, et j'espère que ça ira quand même mieux aussi sur cette année, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut il n'y a plus le fameux taux d'usure qui bloquait tout, donc ça va mieux. Ça va mieux. Mais c'est pour ça débloque. Et pour le coup, pour être fils de banquier, voilà, c'est pour ça que je suis maire, je suis garant de l'intérêt général, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas complètement déconnecté des réalités, à la fois par ma profession d'avant. En plus, j'étais un certain nombre de postes dans une enseigne qui travaillait sur l'aménagement et la distribution de produits pour l'habitat. Donc, on était d'ailleurs leader en France. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même conscience que c'est important et que c'est important de se sentir bien chez soi, d'avoir un logement qui correspond à ses envies, à ses besoins, où on arrive à loger correctement sa famille. Mais voilà, je pense qu'on peut réussir à faire des choses tout à fait bien. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il faut aussi qu'on puisse reprendre notre destin en main, parce que je pense que le maire, c'est peut-être encore l'élu pour lequel les Français ont un respect, ont une confiance. Et donc, je pense que le maire, il doit être remis un peu au centre du jeu aussi de ce sujet-là. Et peut-être qu'il évite d'avoir aussi toujours des normes qui tombent un peu du niveau national, parce que c'est encore une fois le sentiment qu'on a. C'est que même si nous, on ne souhaite pas certaines choses dans notre commune,
notamment, on a toujours ce cas des places de stationnement quand il y a une nouvelle construction. C'est un sujet, ça revient tout le temps. Et c'est vrai que, en fait, on a une dichotomie entre finalement ce que les normes nationales préconisent, avec une forte impression que la voiture individuelle va complètement disparaître, alors que dans le même temps, on a 75% des Français qui nous disent on gardera encore une voiture individuelle, et c'est pas parce que vous faites des transports en commun, que vous fassiez la promotion du vélo et autres, que derrière, on n'aura plus de voitures individuelles. Donc à un moment, les voitures, elles continueront à exister, elles continueront à être là. Et donc, comme c'est un sujet souvent bloquant sur les programmes, moi, je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut modifier très concrètement. Parce que si on est capable de dire aux personnes, on a le bon nombre de places, et à un moment, on met un cadre aussi pour dire que quand on achète, on est obligé aussi d'acquérir. Parce que ça aussi, quand il y a cette possibilité de dire finalement le promoteur, on l'oblige à faire plein de places, mais derrière les personnes ne sont pas au rendez-vous et que ça fait des places vacantes, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ça devrait être quelque chose d'obligatoire dans l'achat justement d'un bien. On devrait devoir acheter un certain nombre de places de stationnement et que ça devrait être non négociable, ce qui permettrait nous aussi de peut-être desserrer les taux quand même. Je sais, ça a un coût, mais ça desserrerait les taux parce que finalement le problème il se reporte sur l'espace public. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, on a des concitoyens sur d'autres programmes un peu plus loin qui se braquent en disant « Bah oui, mais regardez tout ce que ça a mis comme voiture dans la rue, tout ce que ça pose comme problème. » Donc voilà, c'est vraiment des problèmes très concrets qu'on vit. Ce n'est pas des choses finalement extraordinaires, et c'est peut-être à ces problèmes concrets qu'il faudrait pouvoir répondre pour aussi décrisper la situation. Bon, vous avez anticipé votre conclusion. Donc je vais vous la laisser à vous aussi. Pascal Boulanger, en conclusion. Une anecdote. Allez. J'étais avec... au début de mon mandat avec la ministre du Logement, qui s'appelait Emmanuelle Vargon, et qui me dit quand même, je fais un drôle de métier, elle me dit, j'étais sur le marché tout à l'heure, avant de venir au ministère, et il y a une dame qui me dispute, qui me crie dessus, parce que j'avais autorisé dans ma ville des constructions, des machins, des trucs. Et elle dit, c'est insupportable, cette ville est complètement dingue. Elle dit, je fais le tour du marché, et cette même dame vient me voir en disant, j'arrive pas à loger mon fils, c'est inadmissible. Voilà. Tout le problème est là. C'est qu'on veut tous un très beau logement, mais on n'en veut pas devant chez nous. C'est le NIMBY, là, Not in my backyard. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce vrai problème, on peut discuter de tout ce qu'on veut. Il faut que la population admette, et là c'est un vrai travail de psychologie fort, que c'est pas parce que vous êtes bien logé que les autres n'ont pas le droit d'être bien logés. On est d'accord. Un mot de conclusion, maître ? Oui, alors moi je dirais que le tableau qu'on a dressé, il paraît assez délicat. J'aurais tendance à dire que les pouvoirs publics et le juge administratif vont quand même dans le sens aujourd'hui des pétitionnaires, des demandeurs de permis de construire. On a quand même eu des réformes ces dernières années qui leur sont favorables en termes de délai, on en a parlé. Aujourd'hui, quand vous voyez opposer un refus de permis, vous avez la possibilité d'obtenir du juge qu'il condamne la commune à vous délivrer le permis, ce qui là encore est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un arrêt du Conseil d'État de 2018. Le Conseil d'État aujourd'hui réfléchit sur des possibilités de contraindre les maires lorsque le service instructeur constate la non-conformité d'un projet aux règles d'urbanisme, imposer finalement au maire de régulariser lui-même le dossier pour permettre la délivrance du permis. Finalement, je ne plaide pas pour ma paroisse, puis ça veut dire qu'il n'y aurait plus besoin d'avocats pour attaquer les refus de permis de construire. Mais enfin, en tout cas, dans le sens du développement urbanistique et dans le sens du développement du nombre de productions de logements, ça va vraiment dans le bon sens. Merci pour cette conclusion. Merci messieurs d'avoir joué le jeu de ce premier débat. C'est toujours la saison 7 de Igloo on Air. Donc sur le thème et pourquoi est-il devenu si difficile de construire de logements en France ? On retrouve toutes les émissions de Igloo on Air sur le site internet de Igloo on Air, les 282 ou 3 ou 5 émissions depuis cette année de 7 années à ce jour. On retrouve toutes les émissions sur les plateformes de podcast, sur la web radio de Top Music, sur la chaîne YouTube et encore un ou deux que j'ai oubliés. Et je vous dis à bientôt. Je vais retrouver dans les prochaines émissions toutes les semaines mon ami Éric Gentet qu'on a mis en vacances là pour l'émission. Voilà, et je vous dis à bientôt. Ciao.